Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que les membres de vos familles. Bienvenue dans notre première séance de travail à distance. Notre cours aujourd'hui est la recherche qualitative. Donc c'est le quatrième cours car nous avons fait le premier cours Introduction à la recherche marketing, deuxième cours le processus de la recherche marketing, troisième cours c'est la recherche documentaire, quatrième cours c'est la recherche qualitative. Donc aujourd'hui on va voir le cours recherche qualitative de A à Z. Parce que en présentiel, normalement, le cours, il se donne deux séances, 3 heures de travail. Et parce que le cours, cette fois, il sera un cours en ligne, on peut le faire dans une seule séance. En fait, nous, on va faire 3 heures de travail aujourd'hui. قبل برك ما نبداو, je vais vous montrer une chose pour voir la vidéo avec une très bonne qualité sur YouTube. Bon, YouTube, je vais créer une nouvelle page. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, vous tapez, voilà, sur ma chaîne YouTube, vidéo. En fait, il y a des playlists. Des playlists. Vous choisissez la playlist recherche marketing, module recherche marketing. Okay, recherche marketing, module, département, module statistique de gestion, etc. Vous choisissez recherche marketing. Ça, c'est le module qui nous intéresse. La chose ou le truc que je vais vous montrer pour voir la vidéo avec une très bonne qualité, il y a un réglage à faire. Bon, peut-être que vous connaissez ce truc. On va attendre le lancement de la vidéo. L'internet est un peu lente. Ici, paramètres, vous cliquez ici, vous choisissez qualité. Vous cliquez ici, vous allez trouver ici le max c'est 712. Des fois il y a 1080. Vous choisissez le max, le maximum. Comme ça, vous allez voir la vidéo en haute définition. Je vais choisir une autre vidéo. La dernière que j'ai publiée, c'était révision. Voilà, celle-là. Rappel de cours. Rappel de cours. Des fois, vous trouvez 1080. Et c'est chez moi, c'est 720. En tout cas, vous choisissez maximum comme réglage. Ça, concernant, on va voir après, concernant le réglage de la vidéo sur YouTube pour voir la vidéo en très bonne qualité. Maintenant, on va commencer notre cours. Donc, je vais essayer d'enlever ce truc. Et je vais le mettre ici. Masquer la notification. Très bien. Le plan de cours. On a une introduction, la recherche qualitative, recherche quantitative, on va faire la différence entre les deux. La définition de la recherche qualitative, parce que notre cours aujourd'hui c'est la recherche qualitative. Les caractéristiques de la recherche qualitative, les objectifs de la recherche qualitative, la classification des recherches qualitatives, les différents types et techniques utilisées pour collecter les données, les avantages et les inconvénients de la recherche qualitative. Donc, comme une introduction, n'oubliez pas, nous avons dit un processus pour la recherche marketing.
et que la recherche marketing est un travail méthodique et nous avons vu les étapes à suivre, l'identification du problème, le design, la collecte de données, l'analyse de données, la présentation des résultats et la prise de décision. La phase 3, l'étape numéro 3, la collecte de données. Il y a trois types de collecte de données. Trois types pour collecter les données. Il y a, il y a la recherche documentaire qualitative, quantitative. Donc nous avons vu, nous, la recherche documentaire la séance passée. Aujourd'hui, on va voir la recherche qualitative. Donc, nous avons vu trois types de recherche. La recherche documentaire, elle ne figure pas ici dans ce tableau parce que la recherche documentaire représente une recherche secondaire. Nous, on cherche les recherches primairement. En fait, les recherches qui nous intéressent le plus, on met les recherches primaires, les recherches qui vont créer l'information. Il y a deux types de recherche pour la recherche primaire, les recherches qualitatives et quantitatives. Donc, on va utiliser ce tableau pour faire la distinction entre les deux. L'objectif pour la recherche documentaire, donc c'est pour comprendre en termes de qualité les raisons et les motivations sous-jacentes, cachées. Pour les recherches quantitatives, quantifier les résultats, quantifier les données et généraliser les résultats à partir de l'échantillon de la population concernée. L'échantillon, on interroge un petit nombre de cas non représentatifs. On va parler après de la représentativité. La représentativité de l'échantillon, ça veut dire l'échantillon doit représenter la population dans le cas des recherches quantitatives. Dans le cas des recherches qualitatives, la représentativité de l'échantillon, elle n'est pas exigée. Donc, on interroge un petit nombre dans les recherches qualitatives, un grand nombre dans les recherches quantitatives. La collecte de données, elle n'est pas structurée dans la recherche qualitative. On va voir lorsqu'on fait des entretiens, généralement, ce sont des entretiens semi-directifs ou bien non directifs. L'enquêteur ne dirige pas l'enquête. Mais dans les recherches quantitatives, l'enquête est structurée et organisée. Pour l'analyse de données, l'analyse, elle n'est pas statistique dans la recherche qualitative. On va utiliser une méthode appelée l'analyse de contenu. Ça veut dire que l'enquêteur va lire les réponses des personnes interrogées et il va faire une synthèse. Mais dans la recherche quantitative, et parce qu'on interroge un grand nombre de personnes, on va utiliser une analyse statistique. On va utiliser l'échantillonnage, on va calculer la moyenne, l'écart type, la distribution des moyennes, etc. Les résultats, élaborer un début de compréhension pour les recherches qualitatives, généralement l'obtention des hypothèses, la définition des hypothèses, recommander une ligne d'action définitive. Et dans les recherches quantitatives, généralement, on trouve des statistiques et des chiffres à la fin des enquêtes. Ça concernant la distinction entre les recherches qualitatives et les recherches quantitatives. Maintenant, on va voir la définition de la recherche qualitative. N'oubliez pas, nous, le programme TANA, on va faire trois types de recherche. La recherche documentaire, qualitative, quantitative. Les trois recherches à domaine avant la phase numéro 3, l'étape numéro 3 du processus de la recherche marketing, il y a la collecte de données. Pour étudier les trois types, on va faire la définition. La définition de la recherche documentaire, qualitative, quantitative. La recherche documentaire, nous avons dit, c'est l'ensemble des recherches qui visent à chercher les informations existantes et disponibles. Maintenant, on va voir la définition de la recherche qualitative et dans la séance prochaine, on va voir la définition de la recherche quantitative. Ce sont des choses à retenir, en fait, pour faire la différence entre les trois types de recherche. Donc, la définition de la recherche qualitative. La recherche qualitative est des études à caractère intensif. Comme d'habitude, vous savez, les mots-clés, vous avez les mots-clés en couleur. Intensif. Utilisons au niveau de la récolte de données une approche relativement ouverte, non directive, permissive et indirecte des personnes interrogées. Ça veut dire quoi? Les mots-clés, les 5 mots-clés sont des études intensives, ouvertes, non directives, permissives, indirectes. Intensive parce que nous avons dit que c'est
ces recherches dites qualitatives sont appelées aussi des recherches en profondeur. N'oubliez pas cette information. Des fois, dans des livres, on donne l'appellation les recherches en profondeur. Et les recherches en profondeur, ce sont des recherches qualitatives. En profondeur parce qu'on veut obtenir un maximum, le maximum d'informations concernant le phénomène étudié. La consommation d'un produit, par exemple, l'utilisation d'un service, etc. Ouverte, on pose des questions généralement ouvertes. Ça veut dire ouverte, on va laisser la personne interrogée s'exprimer librement. On ne propose pas comme les questionnaires, par exemple, on dit quels sont les éléments de l'activité marketing qui vous intéressent le plus et on propose le produit ou le prix, la promotion, la distribution. Ça, c'est dans les recherches quantitatives, dans les questionnaires, mais dans dans les recherches qualitatives, les questions sont ouvertes. Ça veut dire on va laisser les personnes interrogées s'exprimer librement. On pose des questions ouvertes. Non directive, l'enquêteur ne dirige pas l'enquête. Ne dirige, ça veut dire il ne prépare pas à l'avance toutes les questions. Il peut préparer des axes de recherche, mais pas toutes les questions. Il ne va pas obliger la personne interrogée à répondre à la totalité des questions. Des fois, l'enquêteur pose une question. Les prochaines questions seront posées en fonction des réponses de la personne interrogée. Donc, vous voyez, l'enquêteur ici ne dirige pas l'enquête. Permissive, on va donner une liberté d'expression aux personnes qu'on interroge. On va permettre aux personnes qu'on interroge de s'exprimer librement. Indirect, des fois on utilise des méthodes indirectes pour interroger les personnes. Ça veut dire, ici on parle principalement des méthodes projectives. Ce sont des techniques issues de la psychologie, c'est-à-dire on utilise des techniques de la psychologie pour interroger les gens, pour étudier des phénomènes en marketing. Et on va voir quelles sont en fait, les différentes méthodes ou la étude utilisée dans les méthodes projectives dites indirectes. Les caractéristiques de la recherche qualitative. On a un nombre réduit des contacts. Ça, c'est un point de différenciation par rapport aux études quantitatives. Parce que dans les études quantitatives, on interroge un grand nombre de personnes où la représentativité de l'échantillon est exigée. Mais dans les recherches qualitatives, n'oubliez pas cette information, le nombre est réduit. Lorsqu'on fait des entretiens individuels, on interroge une seule personne, 4 fois par exemple. On interroge 4 personnes en utilisant la méthode entretien individuel. On peut utiliser l'entretien de groupe, appelé focus group aussi. Il n'y a pas un nombre précis, mais généralement, ils disent les enquêteurs, les spécialistes en marketing, en psychologie, les sociologues, c'est entre 8 et 14. Il y a certains qui disent entre 6 et 12. Donc, il n'y a pas un consensus, mais généralement, c'est entre 8 et 14. Maximum, c'est 14. Donc, vous voyez un nombre réduit. Mode de sélection adopté. On veut dire ici que la représentativité n'est pas exigée. Comment sélectionner les gens à interroger? Il y a toute une histoire pour choisir les personnes interrogées dans les recherches quantitatives. Parce que la représentativité dans ce cas, dans le cas des études quantitatives, est exigée. L'échantillon qu'on interroge, les personnes qu'on interroge doivent représenter obligatoirement la population, la totalité de la population. Mais ici, dans les recherches qualitatives, la représentativité de l'échantillon, elle n'est pas exigée. On ne va pas prendre en considération les personnes, la représentativité de l'échantillon. Par exemple, si on est une entreprise à Qli'a, on peut interroger des gens de Qli'a, de Bousmaïn, de Fouka. On n'est pas obligé d'interroger des gens de Annaba, de Wahran, de Wergla par exemple, car la représentativité elle n'est pas exigée dans ce cas. Autre chose, il y a un mode d'interprétation des données. On parle de l'analyse ici. Après la collecte de données pour l'analyse, ici on va utiliser l'analyse de contenu.
N'oubliez pas cette expression analyse de contenu. Ça veut dire l'enquêteur, il va lire la totalité des réponses des personnes interrogées. Il va lire, je dis lire, dans le cas où il va mentionner sur une feuille les réponses des personnes interrogées. Car dans les entreprises, dans les pays développés, en France, aux États-Unis, ils font l'enregistrement de la séance. معناتها, ils vont enregistrer l'entretien après l'autorisation de la personne interrogée, bien sûr. Des fois, ils utilisent même des caméras. Ça veut dire l'enregistrement est peut-être en vidéo, des fois audio. Si les personnes interrogées n'acceptent pas, on peut prendre note, c'est-à-dire on va mentionner les réponses sur le guide d'entretien et après l'enquêteur il va lire les réponses et il va interpréter. Par exemple, il y a des gens qui sont satisfaits, des gens qui ne sont pas satisfaits, des gens qui sont neutres par exemple. On appelle ça l'analyse de contenu. Ça concernant les caractéristiques de la recherche qualitative. Après, les objectifs de la recherche qualitative. 1. Étudier les croyances, les perceptions, les attitudes, les motivations et les freins de sujets traités. Obtenir des idées nouvelles. Deuxième objectif, c'est un point très très important. Obtenir des idées nouvelles sur le sujet traité. Car des fois, je vais vous donner un exemple, par exemple, si vous êtes un responsable marketing et vous remarquez une baisse de chiffre d'affaires. Peut-être que vous pensez, au début, vous pensez de la qualité de produit. Mais lorsque vous faites des entretiens de groupe ou des entretiens individuels, vous allez trouver des nouvelles idées. Peut-être que les personnes que vous interrogez ils vont parler de la distribution et peut-être ils vont parler de prix, peut-être ils vont parler d'autres variables que vous n'avez pas dans la tête du tout. On appelle ça des nouvelles idées. Former des hypothèses à tester, ça c'est l'objectif principal en fait de la recherche qualitative, de former des hypothèses qui seront testées par la suite par la recherche quantitative. Et c'est quoi une hypothèse? La définition d'une hypothèse, c'est une réponse possible à la question posée. Par exemple, dans l'exemple que j'ai cité, une baisse de chiffre d'affaires, on peut définir des hypothèses. Peut-être que le problème est au niveau des 4 P, peut-être au niveau du prêt, peut-être au niveau de la qualité de produit, peut-être au niveau de la distribution, peut-être au niveau de la promotion et de la communication. Ce sont des hypothèses. On n'est pas sûr, mais lorsqu'on fait des études quantitatives qui vont tester ces hypothèses, on va accepter des hypothèses et on va rejeter d'autres hypothèses. Voilà, donc n'oubliez pas, les recherches qualitatives vont définir des hypothèses. Classification de la recherche qualitative ou des recherches qualitatives au pluriel. Donc, sur le schéma que vous voyez, il y a des recherches qualitatives directes et des recherches qualitatives indirectes. Pour les recherches qualitatives directes, il y a l'observation et les entretiens. Pour les recherches qualitatives indirectes, on a les techniques projectives. Pour les entretiens, on a les entretiens individuels, les focus group, et on a les entretiens en profondeur, les entretiens de groupe, plutôt les entretiens individuels, pardon. Pour les techniques projectives, on a par exemple les techniques d'association, les phrases à compléter, les techniques de construction, les techniques d'expression. Ça, c'est le schéma général des différentes études utilisées dans la recherche qualitative. Maintenant, on va voir chaque méthode toute seule. On commence par l'observation. N'oubliez pas, l'observation, c'est une recherche qualitative directe. C'est quoi l'observation? L'observation consiste à enregistrer de manière systématique des schémas comportementaux de personnes, des objets et des événements afin d'obtenir des informations sur un phénomène intéressant. L'observateur ne questionne ni ne communique avec les personnes qu'il observe. Ça, c'est une chose très très importante qui fait la différenciation avec les autres méthodes,
l'entretien individuel, l'entretien de groupe ou même les méthodes projectives. Dans les autres méthodes, on parle avec la personne interrogée, on pose des questions. Mais dans l'observation, on ne parle pas avec les choses qu'on observe ou les personnes qu'on observe. Et on va voir que cette technique, elle est utilisée beaucoup plus dans les grandes surfaces. Toujours dans l'observation, cette méthode de collecte de données est particulièrement adaptée lorsqu'il s'agit d'investiguer les comportements des sujets face à des situations inhabituelles ou innovantes. Elle est par exemple utilisée afin d'améliorer la compréhension des comportements des consommateurs dans les grandes surfaces. Cette technique, elle est beaucoup utilisée dans les grandes surfaces, en mettant en évidence leur parcours, le temps passé dans chaque rayon, etc. Exemple concernant l'observation, il y a deux entreprises japonaises, deux entreprises concurrentes, Canon, c'est sûr que vous connaissez Canon, peut-être que vous ne connaissez pas Minolta. Minolta, c'est la concurrente de Canon. C'est une entreprise japonaise. Ils ont la même nationalité, ils travaillent dans le même secteur, ils fabriquent des photocopieurs, des imprimantes, des appareils photo numériques, etc. On va voir cette expérience. Donc ici, vous avez des informations concernant les deux entreprises. Les deux sont des entreprises japonaises. L'exemple est le suivant. Les entreprises japonaises comptent beaucoup sur l'observation personnelle. Ils utilisent beaucoup, en fait, les Japonais, cette technique d'observation pour obtenir des informations. Le jour où Canon a commencé à perdre des parts de marché aux États-Unis, au profit de Minolta, l'entreprise concurrente, Canon a décidé d'envoyer 3 managers pour étudier le problème. Le chef de l'équipe de Canon est resté près de 6 semaines aux États-Unis. 6 semaines. Il rentrait dans les magasins, notait comment les appareils étaient présentés et comment les employés servaient les clients. Il a ainsi observé que les vendeurs n'étaient pas particulièrement enthousiastes et donnent pas beaucoup d'importance au sujet des produits de Canon. Par exemple, ils ne présentent pas les produits Canon, ils ne présentent pas, par exemple, la qualité des produits Canon, etc. Ces constatations ont incité Canon à créer son propre réseau de vente, avec succès, ce qui est révélé un atout pour accroître les ventes d'appareils numériques. En 2009, Canon est présent dans 115 pays, essentiellement en vente directe, avec 75% de ventes hors Japon. Donc, il a rencontré en fait Canon, l'entreprise Canon a rencontré un problème marketing. C'était la perte de parts de marché au profit de l'entreprise concurrente, les Minolta. Comment ils ont fait pour résoudre ce problème? Ils n'ont pas utilisé le questionnaire, ils n'ont pas utilisé l'entretien, ils ont utilisé l'observation. N'oubliez pas, elle fait partie des recherches qualitatives directes. Voilà, c'est un exemple. Dans ce cas, les enquêteurs envoyés par Canon, ils n'ont pas parlé avec les vendeurs américains. Ils n'ont pas posé des questions. Et ils ont juste observé comment les vendeurs américains ils font, c'est-à-dire le comportement de ces vendeurs avec les clients qui rentrent dans les magasins. La solution proposée par Canon dans ce cas de créer le réseau de vente Canon avec des employés formés, etc. Ça, c'est un exemple concernant la méthode observation. Ici, en Algérie, on peut utiliser l'observation dans les grandes surfaces, par exemple à Alger, à Uno, à Babzouar, à Ardis, à Carrefour, à Blida, par exemple, à Family Shop, City Center, à Oran. On peut voir comment les consommateurs ou le temps passé devant les rayons, par exemple,
devant la caisse, on peut observer une chose très importante. Est-ce que les clients préfèrent payer cash au comptant ou bien ils préfèrent utiliser des cartes bancaires? Car dans les grandes surfaces, généralement au niveau de la caisse, il y a des TPE, des terminaux de paiement électronique. Mais vous pouvez faire cette expérience. Vous observez pendant 1 heure ou la 1 h 30 devant une caisse dans une grande surface et vous comptez le nombre de clients. Par exemple, 1 h 30, peut-être, je ne sais pas, 50 clients, peut-être ils vont effectuer leur paiement des achats. Parmi les 50, vous comptez combien de gens ont utilisé la carte bancaire. Et vous pouvez obtenir un résultat concernant l'utilisation des cartes bancaires en Algérie. Les groupes de discussion. Les groupes de discussion ou bien les focus group. Donc après l'observation, donc nous avons vu l'observation, elle fait partie des méthodes qualitatives directes. Deuxième partie des méthodes qualitatives directes, les entretiens. Les entretiens, on a l'entretien de groupe et l'entretien individuel. On va commencer par l'entretien de groupe. Premièrement, il y a des différentes appellations pour l'entretien de groupe. Un, focus group, l'appellation la plus utilisée, l'expression anglaise. 2, l'entretien de groupe, ou bien les groupes de discussion. La définition, un groupe de discussion ou un focus group est un groupe de personnes conduit et dirigé par un animateur de manière non structurée, parmi les caractéristiques des recherches qualitatives d'une manière générale. Libre et naturel. L'objectif essentiel est d'obtenir des informations en écoutant parler ce groupe de personnes appartenant à la cible, la population. L'intérêt de cette technique est de faire apparaître des résultats inattendus, des nouvelles idées, souvent obtenues au cours de la discussion libre du groupe. Donc une réunion de groupe avec un animateur. À noter, les groupes de discussion constituent la technique la plus répandue dans les recherches qualitatives. Donc, la recherche qualitative, nous avons vu, il y a l'observation, les entretiens, les entretiens de groupe, les entretiens individuels, les méthodes projectives. Les focus group, les groupes de discussion, constituent la technique la plus répandue. Généralement, ils disent 80% des recherches qualitatives, ce sont des focus group. Autre chose, les caractéristiques des groupes de discussion, la taille de groupe, il n'y a pas un consensus. Il n'y a pas un consensus concernant le nombre. Certains disent entre 6 et 12. Certains disent entre 8 et 12. Certains disent entre 8 et 14. Généralement, le minimum c'est 6. Le maximum c'est 14. D'une manière générale. Donc la source de ce tableau est un ouvrage français où il y a ces informations. La taille de groupe entre 8 et 12, la composition homogène, participants présélectionnés dans la cible. Il est à noter que la représentativité, elle n'est pas exigée. J'ai dit, je répète ça, car la représentativité est exigée dans les recherches quantitatives. Le cadre et l'environnement atmosphère détenu et informel. C'est-à-dire, on va laisser une liberté d'expression aux personnes interrogées. L'enquêteur, il ne va pas diriger l'enquête, c'est-à-dire en fonction des réponses des personnes qu'on interroge, on peut poser d'autres questions. Et cela pour obtenir des nouvelles idées. La durée, elle est un peu longue. Vous voyez, entre 1 heure à 3 heures. Lorsqu'on fait un focus group d'une manière professionnelle, dans une entreprise par exemple. Donc, le focus group peut durer entre 1 heure et 3 heures. L'enregistrement,
Après l'autorisation des personnes interrogées, on peut enregistrer la vidéo, audio ou vidéo. Dans les entreprises étrangères, il y a des salles, dans les entreprises, il y a des salles équipées, principalement pour les focus group, équipées avec du matériel informatique, avec des caméras pour l'enregistrement et tout ce qui est nécessaire pour le bon déroulement d'un focus group. Animateur, compétences en matière d'observation, d'interactivité et de communication avec les personnes interrogées. C'est clair, le directeur marketing doit choisir un bon animateur formé, compétent pour gérer cette réunion de groupe ou bien cette groupe de discussion. Une vidéo à voir sur YouTube. Sur le support numérique PDF que vous avez, vous pouvez cliquer sur le lien ou bien de copier et coller le lien sur le navigateur web. Par exemple, copier. Je vais utiliser mon navigateur, coller. On va essayer de voir ensemble. Lorsque vous voyez la vidéo, c'est mieux de voir la vidéo sur votre navigateur pour plus de qualité. On va voir des extraits ici. La vidéo, elle est en langue anglaise, mais elle est sous-titrée en langue française. On voit. Mais cette vidéo, elle est vraiment intéressante car elle contient des informations vraiment importantes. Donc, vous pouvez voir après, donc elle est de 4 minutes 45 secondes. Je vous suggère de voir la totalité de cette vidéo. Voilà. Exemple, on a les premiers focus group, les premiers groupes de discussion ont trouvé que, contrairement aux idées reçues de l'époque, les épouses avaient souvent plus d'influence que leurs maris au moment de choisir quelle voiture acheter. Donc, après l'utilisation des focus group, ils ont trouvé que les épouses ont plus d'influence dans le choix de la voiture achetée que les maris. Et l'entreprise Chrysler, qui fabrique des voitures, a utilisé cette information. Donc, cette entreprise a changé donc de vitesse pour vendre ses voitures en s'adressant directement aux femmes. Parce qu'elle a trouvé que les femmes ont plus d'influence au moment d'acheter une voiture. Concernant, peut-être concernant le design, la couleur, etc. C'est pour ça que cette entreprise elle a utilisé cette information pour s'adresser directement aux femmes, car eux, qu'ils ont plus d'influence. Bon, à certaines époques, ici aux États-Unis, peut-être que les choses sont un peu différentes ici en Algérie. Autre chose concernant les focus group, une personne importante dans les focus group qui représente l'inventeur des focus group, Ernest Dichter. En fait, Ernest Dichter ou bien Ernest Dichter en français. Le premier qui a inventé le terme focus group. Donc, vous avez la date de naissance en 1907, le décès c'est en 1991 à l'âge de 84 ans, la nationalité américaine d'origine autrichienne. Et il a obtenu, je pense, un diplôme en marketing à Vienne. Après, il a fait des études en psychologie. Donc, Ernest
Dicteur est un psychologue et un expert en marketing en même temps, considéré comme le père des recherches sur la motivation. Docteur diplômé à l'Université de Vienne en 1934 et installé aux États-Unis à partir de 1937, pardon. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur, ce docteur? Docteur, dicteur, a piloté des groupes de discussion, des focus group pour Mattel. Mattel, c'est une entreprise américaine. Elle fabrique quoi? Mattel Inc. est une société américaine spécialisée dans les jouets et jeux. Fondée en 1945, elle est le deuxième fabricant mondial dans ce domaine de jouets et jeux. Le premier producteur, je pense, c'est Lego, Lego, le premier producteur. Le deuxième, c'est Mattel. Donc, docteur Dicteur a travaillé pour Mattel. Docteur Dicteur a piloté ces groupes de discussion pour Mattel pour connaître ce que les filles attendaient d'une poupée. Le résultat, le résultat fut la première poupée Barbie en 1959. Vous connaissez tous la poupée Barbie, très connue. La première poupée Barbie, c'est en 1959. C'est le résultat des études par focus group réalisées par ce monsieur, docteur Dicteur. Voilà la première Barbie en 1959. Donc vous voyez, elle est totalement différente par rapport à la poupée Barbie actuellement. Donc vous voyez une évolution. 59, 60, 61, 62, 63, 64. Et après 2012 et 2015, il y a une évolution. Donc les besoins des enfants, des filles, n'ont pas les mêmes. Mais la première poupée Barbie a été conçue sur la base des résultats obtenus par des focus group, pas par des questionnaires, pas par des observations et pas par en fait, des entretiens individuels. La méthode utilisée, c'est les focus group. Un exemple ici, focus group réalisé par un groupe d'étudiants à l'EHEC. Le thème, c'est l'évaluation de site web de l'EHEC. Toujours dans le module recherche marketing, je demande aux étudiants de réaliser des recherches marketing, c'est-à-dire la partie pratique, la partie application de cours RM. Et la vidéo, elle est sur YouTube, vous pouvez la voir. On va lancer un extrait de la vidéo et après sur vos écrans, sur vos ordinateurs, vous pouvez voir la vidéo complète. Toujours sur ma chaîne YouTube. Donc, vous voyez un ensemble d'étudiants, vous pouvez les compter. Le nombre est selon les noms. L'animatrice avec un guide d'entretien, une liberté d'expression pour l'ensemble des participants, etc. Donc, vous pouvez voir la totalité de vidéo, la durée, je pense, environ 8 minutes. Voilà. Donc, un résumé. Les points à retenir pour le focus group. On a un groupe de personnes, c'est important. Une salle des réunions bien équipée pour le bon déroulement de la séance. Un animateur bien formé et compétent. Des questions à poser. Une liberté d'expression, c'est un point très important. Une liberté d'expression et le résultat, obtenir des nouvelles idées. Ça, c'est notre objectif. C'est à partir des nouvelles idées qu'on va former, qu'on va définir des hypothèses à tester. Ça, c'est pour la première partie, l'entretien de groupe. Maintenant, on va voir l'entretien individuel. Les entretiens individuels, tout comme les focus groups,
Les entretiens individuels représentent une manière non structurée d'obtenir des informations. Cependant, à la différence des premiers, les focus group, ils sont conduits dans des face-à-face individuels. Au lieu d'interroger un groupe de participants, on interroge une seule personne. Il s'agit d'entretiens personnels, au cours desquels un enquêteur sonde un seul répondant afin de découvrir ses motivations, ses opinions, ses attitudes et ses sentiments sous-jacents à propos d'un sujet traité. Donc vous avez toujours un enquêteur, une personne interrogée. Les entretiens individuels, vous avez un exemple ici sur YouTube, un entretien individuel réalisé par des étudiants à l'EHEC. Le sujet traité, évaluation de site web de l'école. Le même sujet traité par l'autre groupe, juste l'autre groupe, ils ont utilisé le focus group ici. Le même sujet, l'évaluation de site web. Et un autre groupe, il a utilisé l'entretien individuel. Donc la vidéo, elle est sur YouTube. Vous pouvez, on va lancer un extrait. Et après, vous pouvez voir tout seul la vidéo. Copier. Donc sur le navigateur. Sur YouTube, coller. Donc vous voyez un enquêteur, une personne interrogée, le guide d'entretien. Il va prendre note après. Donc vous voyez, il est en train de prendre note. Donc vous pouvez voir après la vidéo. Le guide d'entretien. Dans les deux cas, entretien de groupe ou bien entretien individuel, on a besoin d'un guide d'entretien. C'est quoi le guide d'entretien? En fait, le guide d'entretien, c'est une liste récapitulative des thèmes et des questions à aborder dans le cadre d'une enquête qualitative, généralement les entretiens. Le nom guide d'entretien. Le guide d'entretien pour l'entretien individuel et un guide d'entretien pour le focus group, qui précise le moment et la manière de les introduire dans la conversation. Ce guide est fourni à l'enquêteur pour lui permettre de suivre la méthodologie définie, tout en observant un comportement adéquat lors de l'entretien. Donc toujours, on a un enquêteur, une personne interrogée, un guide d'entretien. Une animatrice, un guide d'entretien, une personne interrogée. Un enquêteur, un guide d'entretien, une personne interrogée. Un exemple concernant le guide d'entretien. Donc, je vais vous présenter un exemple. Cet exemple, il est disponible en PDF sur le site internet. Je vais vous montrer. Sur le site, vous connaissez la rubrique où vous trouvez le matériel pédagogique de modules. Vous connaissez le site. Module enseigné. Recherche marketing. Zone protégée, vous connaissez le mot de passe RM majuscule 2020. Et vous cliquez sur diapo. En bas, en fait, j'ai mis ce document hier soir en ligne. Modèle d'un guide d'entretien. Vous téléchargez le guide et vous suivez avec moi.
Voilà. Maintenant, il est sur l'ordinateur. Je vais ouvrir le document. Voilà, c'est un exemple. Exemple de guide d'entretien. Voici l'aspect que doit avoir un guide d'entretien. Premièrement, le guide d'entretien il est composé de trois parties. La partie 1, la partie 2 et la partie 3. La partie 1, c'est la prise de contact et la présentation de l'enquêteur et de l'objectif de l'enquête. Par exemple, dans le modèle ici, le sujet consommation de jus en Algérie. Phase d'introduction, vous mentionnez le lieu de l'entretien, la date de l'entretien, vous présentez l'enquêteur. Par exemple, je suis le responsable marketing de l'entreprise Louiba et on est en train de faire une étude concernant la consommation de jus en Algérie. Par exemple, vous présentez l'enquêteur et l'objectif de l'enquête. C'est très important. Donc ça, c'est la phase de début d'entretien. La première phase, la première partie. La deuxième partie, c'est le questionnaire qui s'organise en plusieurs thèmes d'exploration. Ça, c'est très important. En fait, c'est le corps de guide d'entretien. Ça veut dire les questions qu'on va les poser ou bien les axes de recherche. Parce que après, on va voir, il y a trois types de guides d'entretien. Donc, la partie 2, c'est le questionnement, l'ensemble des questions qui s'organisent. Ces questions sont classées dans des catégories, dans des parties ou là dans des axes de recherche. Par exemple, des questions concernant la qualité de produit, des questions concernant le prix, des questions concernant la distribution et des questions concernant la communication. Ça veut dire des axes concernant les 4 P de mix marketing. C'est la partie centrale qui est la plus importante et la plus longue. C'est pourquoi elle est souvent scénarisée ou découpée en plusieurs thèmes d'investigation. Dans l'exemple ici, sur le modèle, vous avez le thème 1, l'aspect. Par exemple, parlez-moi de l'aspect idéal d'une bouteille de jus, le packaging, la couleur, la forme, la contenance, etc. Concernant l'aspect. 2. Thème 2, le goût de jus. Parlez-moi des différents goûts que vous cherchez lorsque vous consommez le jus. Le goût préféré, le sucre, les fruits, etc. Thème numéro 3, l'utilisation. Expliquez-moi dans quelles circonstances vous buvez le jus, les lieux, les instants, les occasions, etc. Donc, on doit classer les questions dans des catégories, dans des thèmes, dans des axes de recherche. La partie 3 est la dernière, la conclusion, une synthèse et des remerciements, la phase de conclusion. Donc ça, c'est un exemple de guide d'entretien. Le document, n'oubliez pas de télécharger le document, il est en ligne. Voilà. Les types de guides d'entretien. Donc, j'ai dit, il y a trois types. Un guide d'entretien directif, un guide d'entretien semi-directif et un guide d'entretien non directif. Ça veut dire ici le point de distinction. Est-ce qu'on dirige l'entretien ou on ne dirige pas l'entretien? Lorsqu'on dirige l'entretien, on est dans l'entretien directif. Lorsqu'on ne dirige pas l'entretien, on est dans l'entretien non directif. Lorsqu'on fait 50-50, moitié directif, moitié non directif, on appelle ça l'entretien semi-directif. Il n'est pas directif et il n'est pas non directif. Ici, je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples. Sur le guide d'entretien, on va voir uniquement les axes de recherche. On ne va pas trouver la totalité des questions. Parce que la chose qui va nous montrer à ce que l'entretien est directif, semi-directif ou non directif, c'est le guide d'entretien. Lorsqu'on
c'est-à-dire lorsqu'on voit le guide d'entretien, on peut dire est-ce que le guide d'entretien est directif, non directif ou semi-directif. Lorsqu'on voit les questions, comment ils sont posées, est-ce qu'on a posé une seule question, des axes de recherche ou bien toutes les questions. Et avec le guide d'entretien, on peut dire est-ce que l'entretien est directif ou pas. Dans l'entretien directif, le guide d'entretien est très détaillé. Les thèmes, les sous-thèmes, les questions aussi. Et avant de finir l'entretien, il est nécessaire de vérifier que chaque thème a été abordé. On doit poser toutes les questions. On appelle ce type d'entretien un entretien directif. Deuxième type, le guide d'entretien est beaucoup moins détaillé. Et si l'individu n'aborde pas tous les thèmes, on ne les aborde pas non plus. Sauf s'il s'agit d'un thème principal. Donc ici, on n'est pas obligé de poser toutes les questions. Et sur le guide d'entretien, on n'est pas obligé de citer les questions. On peut citer uniquement les axes de recherche, les thèmes à aborder. Et après, c'est en fonction des réponses des personnes, des participants dans l'entretien, on pose d'autres questions. Troisième type, l'entretien non directif. Ici, on pose simplement la première question, un inducteur principal au début, le thème, au début de l'entretien, et ici tout. Le guide d'entretien évolue au fur et à mesure. Par exemple, dans ce cas, dans le guide d'entretien qu'on a présenté, ici, c'est un guide d'entretien semi-directif. Pourquoi semi-directif? Il y a uniquement il n'y a pas vraiment des questions. Il n'y a pas vraiment toutes les questions. Il y a des axes. L'aspect, le packaging, la couleur, la forme. En fait, ils ne sont pas des questions, ils sont des thèmes à aborder. Ça, il est semi-directif. Si c'était un entretien directif, on trouve toutes les questions. La question 1, la question 2, la question... Si genre un questionnaire, la différence que les questions sont ouvertes. On ne donne pas des propositions. Dans le questionnaire, les questions sont fermées. Voilà. Maintenant, les techniques projectives. Les techniques projectives, premièrement, ils font partie des recherches qualitatives indirectes. Indirectes, on va expliquer pourquoi, parce que ici, on ne va pas interroger les personnes d'une manière directe, comme dans les entretiens individuels, dans les entretiens de groupe, ou bien l'observation, lorsqu'on observe, on observe des variables ou bien des phénomènes. Pourquoi sont appelées projectives? C'est quoi elle est où la projection ici? On dit technique projective parce qu'on essaye de projeter ce qu'il y a à l'intérieur des personnes qu'on interroge. Les personnes qu'on interroge, ils ont des choses cachées à l'intérieur, des sentiments sous-jacents. Et nous, on essaye d'extraire ces sentiments ou de les projeter. Projecteurs comme par exemple Datashow et projette ce qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur sur le rideau de projection. La même chose, hein, les techniques projectives, en fait, ce sont des techniques utilisées par des psychologues, des techniques de la psychologie. Les psychologues veulent utiliser ou bien utilisent ces techniques pour projeter ce qu'il y a à l'intérieur des patients. Et nous, les marketeurs, utilisent ces techniques pour projeter ce qu'il y a à l'intérieur des clients, des utilisateurs. La définition des techniques projectives. Les techniques projectives sont des approches ouvertes et indirectes qui encouragent les répondants à projeter leurs motivations, opinions, attitudes ou sentiments cachés concernant une situation donnée. Parmi les méthodes utilisées dans les techniques projectives, les techniques d'association, association de mots, association d'images, les phrases à compléter, les techniques de construction et les techniques d'expression.
On va voir des exemples pour chaque méthode. Pour la première méthode, les techniques d'association, elles consistent à présenter à la personne interrogée une série de mots ou d'images auxquels elle doit répondre par d'autres mots qui lui viennent immédiatement à l'esprit. On va voir un exemple sur les techniques d'association d'images. Il y a une vidéo sur YouTube. Je vais vous montrer. Pour trouver la vidéo, vous tapez sur la barre de recherche de YouTube, vous tapez neuromarketing. Neuro comme neurologie, marketing. Neuromarketing. Sur la liste des résultats de recherche, la troisième vidéo, cache investigation neuromarketing. Vous cliquez sur cette vidéo. Et après timing sur en principe 9:29 minutes 9:29 secondes. Je vais vous expliquer avant de voir cette expérience. En fait, une animatrice, elle cherche à trouver l'impact de la marque McDonald's dans l'esprit des clients, en fait des enfants de moins de 5 ans. Elle a utilisé les techniques projectives, techniques d'association d'images. Elle a présenté des images aux enfants. Le lieu de cette enquête, c'est à Paris, dans une école parisienne. Les personnes interrogées ici, ce sont des enfants de moins de 5 ans. Le thème, la présence de la marque McDonald's dans les esprits de enfants de moins de 5 ans. On va voir ensemble l'expérience. Voilà, c'était l'expérience. Donc ça, la technique utilisée dans ce cas, c'est la méthode projective, la technique d'association de mots, d'association d'images. Dans la même technique, la technique d'association, il y a la technique d'association de mots. Au lieu de présenter des images, on présente des mots. Un exemple ici, l'association de mots a été utilisée pour étudier l'attitude des femmes vis-à-vis des détergents. C'est après figure une liste de mots stimulés et les réponses de deux femmes d'âge et de statut domestique. Donc les personnes interrogées, ce sont deux femmes d'âge et de statut domestique semblables. Les séries de réponses sont très différentes, ce qui suggère que les femmes diffèrent dans leur personnalité et dans leur attitude concernant le ménage. Vous avez ici les mots présentés. Une petite introduction. Les associations de Madame M laissent
à penser qu'elle considère la saleté comme inévitable et ne veut pas faire grand-chose à ce sujet. Au contraire, deuxième dame, Madame C, voit aussi la saleté, mais elle est décidée de ne pas la laisser s'installer. On a le tableau suivant, les mots présentés, jour de lessive, frais, pur, récuré, saleté, bulle, famé, serviette. Et on attend les réponses de deux dames concernant les mots présentés. Voici les résultats. Voici les résultats. Pour Madame M, pour le mot jour de lessive, elle a écrit tous les jours. Madame C, elle a écrit repassage. Pour le mot frais présenté, Madame M a répondu et doux. Madame C, propre. Pour le mot pur, air pollué. Pour le mot récuré, pas moi, mon mari le fait. Propre. Saleté, ce quartier, sale. Bulle, bain, savon et eau. Famille, chamaillerie, enfant. Serviette, sale, lavé. Le résultat, ou bien l'interprétation de ces réponses, ces résultats suggèrent que le marché des détergents pourrait être segmenté sur la base de ces attitudes. Au marketing, nous avons vu quels sont les critères de segmentation. Après ce résultat, on peut utiliser un nouveau critère de segmentation, les attitudes de ces femmes vis-à-vis l'utilisation des détergents. Des entreprises comme Procter Gamble qui commercialisent plusieurs marques différentes de détergents pourraient tirer avantage de positionnement des différentes marques sur les segments d'attitudes différentes. Aux États-Unis, cette entreprise étudiée, Procter Gamble, est le leader du marché des lessives avec 8 marques différentes et 55% de part de marché. Donc, vous voyez comment peut-on utiliser cette technique pour collecter des données, pour trouver des résultats qui nous aident à améliorer notre activité marketing ou bien à résoudre notre problématique parce que nous avons vu que l'objectif d'une recherche marketing est trouver des solutions à des problématiques, résoudre un problème posé dans l'activité marketing. Deuxième méthode, après les techniques d'association, on a les phrases à compléter. On présente à la personne interrogée une série de phrases qu'il doit compléter dans un temps limité. Par exemple, dans le cadre de l'étude du grand magasin, les phrases à compléter suivantes peuvent être proposées. Une personne qui fait du shopping aux Galeries Lafayette, et bon, les Galeries Lafayette, c'est en France. C'est un exemple que j'ai trouvé sur un livre édité en France. Malheureusement, en Algérie, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Même les livres en marketing, les écrivains, les auteurs, les enseignants ne donnent pas vraiment des exemples réels sur des entreprises algériennes. C'est pour ça les enseignants actuellement, lorsqu'ils préparent leurs cours, ils utilisent des exemples sur des entreprises françaises, américaines, parce qu'ils utilisent des ouvrages étrangers en fait. Donc, ici, c'est la première phrase. Par exemple, la réponse peut être riche. Une personne qui reçoit un bon d'achat au printemps serait content, heureux par exemple, la réponse. Quand j'envisage de faire du shopping dans un grand magasin, je dois préparer une liste des achats par exemple. Donc, on peut utiliser ces phrases à compléter. On demande à 5 personnes, 6 personnes de répondre et certainement on va trouver des différentes réponses. Et ces réponses vont nous aider à trouver des nouvelles idées, car ces études, ce sont des études qualitatives. Troisième technique, les techniques de construction. Les techniques de construction sont proches des techniques de phrases à compléter. Elles demandent aux répondants de construire une réponse sous forme d'histoire, de dialogue ou description. Quatrième méthode, les techniques d'expression. Dans les techniques d'expression, une situation verbale ou visuelle est présentée aux répondants. On leur demande ensuite de décrire les sentiments et les attitudes d'autres personnes par rapport à cette situation.
Les répondants n'expriment pas leurs propres sentiments ou attitudes, mais ceux, celles et celles des autres. Les jeux de rôle, par exemple, ils font partie de cette technique. Voilà, jusque-là, on a terminé l'explication des différentes méthodes utilisées dans les recherches qualitatives. Nous avons vu l'observation, les entretiens individuels et de groupe, et nous avons vu aussi les méthodes projectives. Maintenant, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de la recherche qualitative. On va utiliser ce tableau. On commence par les avantages. Numéro 1, les recherches qualitatives sont souples et flexibles. Elles permettent en effet d'analyser des situations psychologiques ou sociales délicates et complexes. Les dimensions réelles de celles-ci échappent souvent à la conscience des répondants et elles se situent hors de la portée de questions directes ou trop précises. Donc, c'est un avantage assez souple, les questions sont ouvertes, on donne beaucoup de liberté d'expression aux gens et pour obtenir cela, pour obtenir au maximum d'informations. Deuxième avantage, la mise en œuvre de ces recherches est peu coûteuse parce qu'on n'interroge pas un grand nombre de personnes. Troisième avantage, elles permettent d'appréhender en une fois toutes les facettes d'un problème ou d'une situation donnée. Et la preuve que ces études sont appelées les études en profondeur. On essaie de toucher le fond de notre problématique, le fond de notre sujet qu'on cherche à traiter. Les inconvénients. 1. Les individus interrogés peuvent ne pas être représentatifs. Et nous avons dit que la représentativité n'est pas exigée dans ce cas. De l'univers étudié. C'est pourquoi l'extrapolation des résultats à toute une population ne devrait se faire que sous forme d'hypothèses. Donc ici, on ne va pas obtenir des résultats, mais on va obtenir des hypothèses qui doivent être testées par la suite par des études quantitatives. Deuxième inconvénient, le manque de crédibilité qui tient au faible effectif interrogé. On n'interroge pas un grand nombre de personnes. Troisième inconvénient, les données d'une étude qualitative sont parfois entachées d'un certain nombre de biais et d'insuffisances. Pourquoi? Parce que le nombre n'est pas vraiment important des personnes interrogées. Et deuxièmement, parce que l'échantillon, dans ce cas, il ne représente pas la population, donc c'est très difficile de généraliser les résultats obtenus. Voilà, jusque-là, on a terminé le cours recherche qualitative. J'espère que j'ai bien expliqué le cours et que vous avez compris l'essentiel de ce cours, la recherche qualitative. Je vous propose après le visionnement de cette vidéo, de poser vos questions sur le groupe. Je vais répondre. Et après, à 11 heures, on va publier un questionnaire. Vous répondez, en fait, c'est un quiz. Vous essayez de répondre et on va voir. J'espère que vous allez avoir des bons résultats. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine. Merci.